Alors l'infertilité, c'est une définition qui reprend le côté temporel, c'est-à-dire que on considère que l'infertilité, c'est 1 an sans grossesse dans un couple qui a un bon profil de grossesse et qui a des rapports réguliers. La stérilité, il y a souvent un amalgame entre les deux, mais là, on peut dire que la stérilité, c'est vraiment le fait de ne pas pouvoir, c'est la définition de ne plus pouvoir faire d'enfant, et souvent on peut parler de stérilité définitive. C'est plutôt dans ce cadre-là. Donc nous, on emploiera plutôt le cadre d'infertilité, car c'est assez subjectif. On peut très bien faire un enfant 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans après des essais, et sans que ça pose de problème particulier. Mais aujourd'hui, en France et en Europe, on fait des bilans chez des couples qui présentent 1 an d'infertilité. Le potentiel de fertilité, c'est d'établir une probabilité de grossesse à une échéance. Donc chez la femme, on va dire que le potentiel, c'est la vérification de l'ovulation. Est-ce que la patiente ovule, oui ou non? Est-ce qu'elle a une bonne réserve ovarienne? Car le fonctionnement des hommes et des femmes est complètement différent. Les femmes naissent avec un capital d'ovocytes qui a tendance à diminuer avec l'âge, alors que les hommes ont une production de spermatozoïdes régulière. Donc c'est important de mesurer cette réserve ovarienne, et ensuite la capacité à concevoir, c'est également s'assurer de la perméabilité des trompes et de vérifier que les trompes fonctionnent bien. Donc ça, c'est le potentiel de fertilité chez la femme. Et le potentiel de fertilité chez l'homme, c'est le spermogramme. C'est l'étude du spermatozoïde, de la quantité et de la qualité, de sa mobilité, pour produire donc un embryon. L'AMH est une hormone, c'est l'hormone antimullérienne, qui est en fait sécrétée par des cellules de l'ovaire et qui est à peu près corrélée au nombre d'ovocytes qui restant dans l'ovaire. Donc cette AMH est une prise de sang qui est effectuée de façon assez simple et qui aujourd'hui est remboursée, et qui permet de juger de la réserve ovarienne. C'est un critère purement biologique. La petite différence, c'est que toutes les études sur l'AMH concernent des études pour la réponse à la stimulation ovarienne. Donc dans la population générale, on peut doser l'AMH, ça peut donner une idée, mais ce n'est pas tout à fait la vérité. Cet AMH peut être très élevé en cas de syndrome des ovaires polykystiques. Cet AMH peut être baissé si la patiente prend une pilule, des œstroprogestatifs ou des progestatifs. Mais dans l'endométriose, cet AMH nous sert beaucoup, car cela permet de déterminer le potentiel de fertilité de la patiente, et en cas d'atteinte des ovaires, de vérifier si les ovaires sont en bonne forme ou pas, et s'il faut faire le choix entre attendre, réaliser une chirurgie ou réaliser une PMA. Et donc pour le raisonnement médical, c'est très important d'avoir un dosage de l'AMH. Alors la définition d'infertilité, c'est 1 an, donc on va rassurer les couples à partir du moment où il n'y a pas de facteurs particuliers, pas de pathologie évidente et que les premiers bilans sont normaux. On attend 1 an normalement avant de faire tout bilan. Ensuite, la rapidité peut varier en fonction du nombre de rapports évidemment, et surtout des rapports au bon moment, au moment de l'ovulation, donc à J14. Peut varier aussi en fonction de l'âge, notamment de l'âge de la femme par rapport à la réserve ovarienne. Mais cela est très complexe, il n'y a pas vraiment de vérité sur ce thème. À savoir qu'il y a quelques années, l'infertilité était décrétée au bout de 2 ans. Dans le cas de l'endométriose, lorsque l'infertilité est présente, la première chose à réaliser, c'est un bilan, donc un bilan chez la femme et un bilan chez l'homme, pour connaître les cofacteurs, parce que l'endométriose n'est pas forcément seul responsable de l'infertilité. Donc ensuite, la prise en charge, c'est que les patientes sont présentées à un staff multidisciplinaire, donc ça veut dire qu'il y a des médecins de la reproduction, des radiologues, des chirurgiens, etc., où on va donc réfléchir, selon les recommandations, comment gérer la patiente. Lorsque cette patiente nécessite une chirurgie pour une grossesse spontanée, elle aura donc la probabilité d'une chirurgie. Et lorsque l'on décide de faire ce qu'on appelle une procréation médicalement assistée, une PMA, les patientes pourront bénéficier soit d'insémination intra-utérine, qui est la préparation du sperme et de mise en place dans l'utérus au moment de l'ovulation de la patiente, avec ou sans stimulation,
ou le protocole le plus pertinent, on va dire, dans l'endométriose, c'est la fécondation in vitro. Donc à ce moment-là, c'est de la fécondation in vitro et tout simplement le recueil d'ovocytes chez la patiente et le recueil de sperme pour réaliser une fécondation dans un tube et pouvoir réimplanter l'embryon par la suite. C'est très résumé parce que les protocoles dans l'endométriose notamment peuvent être très longs, assez complexes, avec des décisions à chaque étape de la fécondation in vitro. Alors comment augmenter sa fertilité dans l'endométriose ? Je pense que, étant donné que l'endométriose peut être un facteur un petit peu dégradant à son potentiel de fertilité, il va falloir privilégier les rapports de bonne qualité au moment de l'ovulation, dans la fenêtre des 5 jours, un petit peu avant et un petit peu après. Ça, c'est d'un point de vue, on va dire, purement mécanique. D'un point de vue général, effectivement, il faut privilégier le caractère anti-inflammatoire, notamment par l'alimentation. L'alimentation anti-inflammatoire peut donner de très bons résultats, mais également des phénomènes ou des thérapies de relaxation, de sophrologie, d'hypnose qui permet d'améliorer la fécondation, en tout cas qui permet d'améliorer le caractère douloureux ou pas de l'endométriose au moment de l'acte sexuel, qui probablement améliore cela. Mais il faut avouer aujourd'hui que beaucoup de recettes sont données, sans doute à juste titre, mais qu'aujourd'hui, en ce qu'on appelle l'évidence-based medicine, beaucoup de choses restent encore à démontrer sur ce plan-là. Mais pour nous, il est très important de le développer, de le conseiller aux patientes, notamment au niveau de l'alimentation anti-endométriose. En fait, la meilleure période se situe le fait d'avoir des rapports sexuels un petit peu avant l'ovulation, 3 à 4 jours avant et 1 jour après. Car les spermatozoïdes survivent 4 à 5 jours en milieu féminin, dans l'utérus, et à ce moment-là, lorsque l'ovulation se produit, la fécondation peut être facilitée. Et c'est une consigne très importante à donner aux patients, notamment qui ont des douleurs pendant les rapports sexuels, car on sait que la répétition de ces rapports peut augmenter la douleur et l'inflammation, et à ce moment-là, peut-être privilégier les rapports dans cette période. Ce qu'il faut associer aux causes de l'infertilité de l'endométriose, c'est également le poids de l'âge. Malheureusement, la réserve ovarienne diminue de façon linéaire avec ce qu'on appelle un cut-off ou une vraie barrière à 37 ans. Mais dans toutes les études, on sait que les patientes qui, y compris une endométriose sévère, y compris opérée, digestive, etc., dans la majorité des cas, obtiennent une grossesse par PMA si elles sont âgées de moins de 30 ans. C'est-à-dire que la qualité ovocytaire, la qualité dans l'embryon permet une très bonne implantation. L'autre phénomène qui peut se passer, c'est l'apparition d'une adénomiose à partir de 30-35 ans, donc c'est les cellules de l'endomètre qui pénètrent à l'intérieur de l'utérus et qui malheureusement provoquent des douleurs, de l'inflammation et des contractions qui empêchent l'implantation d'embryon. Donc on imagine que l'ovocyte a été émis, le spermatozoïde s'est bien comporté, la fécondation a eu lieu et l'implantation ne se fait pas à cause de l'adénomiose. On sait que l'adénomiose en fécondation in vitro peut limiter, réduire de 68% l'implantation. Donc il y a beaucoup de recherches sur ce niveau-là. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que la diminution de la réserve ovarienne plus l'apparition de l'adénomiose sont deux facteurs qui en fait réduisent la fertilité avec l'âge dans l'endométriose, raison pour laquelle tous ces sujets sont pris en compte et sont traités lors d'un passage en PMA. Les moyens de contraception n'altèrent pas les moyens de fertilité, ça c'est sûr, puisque ça altère le moyen de fertilité. Durant la prise, c'est évident, puisque c'est fait pour ça. Maintenant, il y a des médicaments sur lesquels, notamment les analogues, qui ne sont pas vraiment des contraceptifs, mais qui sont contraceptifs, peuvent diminuer la réserve ovarienne s'il y a des prises prolongées. Ça, il faut le savoir. Par contre, le moyen de contraception permet bien souvent de repousser l'évolution d'une endométriose, de diminuer le caractère inflammatoire. Et cette diminution du caractère inflammatoire fait que le jour où la contraception est arrêtée, l'utérus et l'appareil génital se trouvent moins inflammatoires et donc plus propices à la réalisation d'une grossesse. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas d'effet néfaste, il y a plutôt un effet bénéfique
à préparer une grossesse par ces moyens-là. Les moyens pour obtenir une grossesse plus tard, dans le cas de l'endométriose, il n'y en a qu'un seul, c'est la préservation ovocitaire. Donc cette préservation ovocitaire, le principe est assez clair, c'est la réalisation finalement d'une fécondation in vitro sans fécondation, c'est-à-dire qu'en fait la patiente a une stimulation ovarienne à 2 ou 3 reprises en général. Les ponctions des ovaires permettent d'obtenir des ovocytes qui seront ensuite congelés et vitrifiés pour une durée très longue. Et donc ça permet de congeler ces ovocytes à l'âge jeune, donc de bonne qualité, pour les utiliser si la patiente présente une infertilité. Ceci est pris en charge aujourd'hui en France dans le cadre de l'endométriose et doit répondre à certains critères de sélection car il s'agit de patientes jeunes qui ont une endométriose qui est soit grave tout de suite, soit dont on connaît le potentiel évolutif. Et à ce moment-là, on proposera à la patiente une préservation ovocitaire qui est de plus en plus pratiquée en France et qui peut donner de bons résultats. Mais là aussi, c'est une réflexion au cas par cas dans des staffs avec bien sûr la surveillance de l'agence de biomédecine.